Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. J'ai 4 ans et demi et ma hanche s'est bloquée. Je sors ce jour-là de mon école de la Garenne-Colombes en boitant et en pleurant de douleur. Contrairement à un mal de ventre, le mal de hanche est rarement une simulation. Mon cas est pris tout de suite au sérieux et au départ, il a l'avantage de toute maladie, déclencher un surcroît d'intérêt, d'amour de la part de mes proches. Mes parents sont divorcés, mon père est loin, il habite Angoulême. Je me souviens à peine de son visage. Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Depuis, il n'a pas cherché à revoir ses enfants. Maman nous élève ma sœur et moi. Véronique est mon aînée d'1 an. Avec le soutien moral et financier de ses parents, bientôt elle trouvera un emploi de secrétaire. C'est sérieux, disent les docteurs. C'est la maladie de Legg-Pert-Calvé, du nom des médecins qui l'ont diagnostiqué, un accident de croissance de la hanche de l'enfant. Le cartilage se détruit faute d'être bien irrigué par le sang. La tête du fémur est déformée, un peu comme une balle de ping-pong qui serait aplatie, interdisant la rotation dans le cotyle, ce petit creux de la hanche dans lequel l'os vient s'emboîter. Alors, Geppetto ? Il est raté ton pantin, regarde. Quand cela devrait rouler tout seul d'avant en arrière, cela coince. Et quoi ? Elle ne peut même pas shooter dans un ballon, ta marionnette, ni botter un caillou. Ni courir, ni marcher. Comment ? Le bois a fait des siennes ? Le vieux Geppetto empoigne Pinocchio d'une main, de l'autre il saisit un petit rabot. Puis il se gratte la tête, c'est plus embêtant qu'il ne pensait, c'est une perte de matière, la belle tête fémorale qu'il avait polie avec soin, elle se nécrose, on ne sait pas pourquoi. Comme si la sève avait déserté le bois trop vert, comme si le bois avait travaillé, en creux. Du coup, la jambe gauche apparaît plus courte. Geppetto, un conseil, peaufine bien ta marionnette avant de lui donner vie. Malheur de malheur, Pinocchio est déjà vivant. Alors, donne-lui de l'estomac, beaucoup d'estomac. Car faute de mouvement, pour lui, la vie devient une maladie. Trêve de pantin et de contes de fées, le sang n'irrigue plus l'os de ma hanche, qui se décalcifie, qui rétrécit, bref, c'est l'ostéochondrite de la hanche telle qu'elle est de nos jours répertoriée, une maladie rare qui touche en grande majorité les garçons. Faute d'explication définitive, on pense que les garçons sont plus turbulents et qu'ils infligent des chocs ou des pressions à leurs membres inférieurs, qui peuvent retentir sur la vascularisation des hanches. On appelle cela des micro-lésions. Bof. Pourquoi pas ? Les causes ne seront probablement jamais élucidées. On parle aussi d'un mal génétique mais non héréditaire. D'un mal mystérieux qui touche en majorité les Bretons héritiers d'une tare alcoolique. Hypothèse rejetée. Mon père est moitié lorrain, moitié picard. Ma mère a quant à elle des parents juifs d'origine séfarade qui ont trouvé une patrie en France au début du siècle, avant d'échapper de justesse à la Shoah. Ce n'est donc pas en passant par la Bretagne que mes cellules osseuses se sont affolées, se sont dénaturées. Sans soins adaptés, le cartilage disparaîtrait complètement, obligeant à la greffe osseuse. C'est la boiterie assurée et des emmerdements à vie, puisque la greffe osseuse n'a qu'une durée limitée. Voilà ce qui arrive aux pauvres gosses que les parents ont laissé boitiller quelques années de trop. Mais il y a aussi tous les gamins du monde qui ne seront jamais soignés et rejoindront la cohorte des boiteux, des bossus, des scrofuleux, des quasimodos, des mal emboîtés, des mal vertébrés, des éclopés. Mon parcours à moi, enfant privilégié, commence par étapes. On m'étale toute nue sur la table de radiographie. Comme elle est froide, comme elle est dure, les jambes pliées et écartées à plat de chaque côté. Voilà, c'est bien comme une grenouille. C'est à mon bassin qu'on en veut. Me voilà campé sur mes omoplates bien pointues, et puis retourné sur un côté sur l'autre. Un grand boîtier noir qui paraît atrocement lourd s'approche de moi au bout de son bras articulé. L'objectif me fait un grand clin d'œil. Tchic-tchac. Respirez. Attends, ce rachis, on va la voir, et maintenant le bassin. Radiographie fémorale, pelvienne, 6 mm de différence entre les deux têtes de fémur. Profil hanche droite, hanche gauche. Les minutes entre les clichés sont des heures. Un jour, un médecin plus humain que ses confrères dépose un petit linge sur mon bassin. C'est presque pire. Les autres n'avaient même pas remarqué que j'étais toute nue et en martelant respirer, il s'adressait à un corps anonyme posé là sur la paillasse d'un laboratoire. Ils avaient oublié la chair autour du squelette, c'est ce que j'essaie de faire moi aussi.
J'oublie ma chair, je pars ailleurs. Je suis l'âme de Pinocchio qui attend la remise en état de sa marionnette. Absente de moi. Quant au radiologue derrière sa guérite, il a la voix déformée comme par un masque à gaz. Ne respirez plus, lance-t-il. J'anticipe cet ordre. Et la machine pousse un mugissement de sirène. Cette petite apnée va devenir une habitude. Que de radio, que d'os translucides ou opaques, encore des os. Heureusement, on n'en veut qu'à mes os. Les rayons X mettent le squelette à nu. Cette grue énorme contemple mon bassin et mes hanches, et mon tutu est tout honteux d'être là en plein milieu. Mais je compte sur toi, petit tutu, pour rester silencieux. Tu ne vas pas ouvrir ta petite fente devant tout le monde. Là, j'en mourrais. Il y a une chance pour que personne ne t'ait remarqué, alors calme, dodo. Heureusement, tu n'intéresses personne. Le personnel médical paraît tout inféodé à la machine, effrayé à l'idée de gâcher un cliché, de louper un profil. Tant mieux. Et moi, je fixe un mur sinon je pourrais croiser un regard sur mon. Il faut se taire et mordre ses joues dedans. En blouse blanche, les médecins mesurent les os, débattent, évaluent sur le tableau de néon où s'affichent les clichés. Des petites croix apparaissent en bout de tracé, notamment sur les iliaques, ces petits os extrêmes du bassin qui tiennent leur nom du mot île. Grande perplexité des docteurs devant ces crêtes iliaques qui ne sont pas symétriques. Interminable attente sur la table en métal, glacée comme l'étal du poissonnier. Je retrouve la face quand le bas du corps transpercé par tant de rayons se glisse à nouveau dans l'enveloppe protectrice, la culotte en coton, comme s'il n'y avait pas eu intrusion. Regarde les photos, tout ce qui était gênant a disparu, peut-être même que mon sexe n'existe pas. La carcasse. Seule. Après le diagnostic, excluant toute forme de virus osseux, il y a eu le plâtre. Je vais te mettre quelque chose de tout rose et tout bleu. Le docteur Keno m'enfile une chaussette jaunâtre ou plus exactement un collant qui ne moule qu'une jambe et remonte bien au-dessus de la taille. La jambe droite reste nue. Puis je vois le médecin étaler des bandes tièdes et mouillées, plutôt douces autour de ce tissu à côte grossier. Ma jambe et mes hanches deviennent rigides progressivement quand le plâtre prend. Et quand il est complètement sec, je réalise qu'il m'empêche de me plier. Désormais je suis d'un bloc. Le docteur Keno ricane. Il me donne même une petite claque sur le bras en lâchant « Tu pleures toutes les larmes de ton corps, bécile ». Je repars en lit roulant en me demandant où est le rose, où est le bleu. Ma mère m'assure qu'il s'agit de reflets dans le plâtre. Elle ne désavoue jamais une autorité. Le plâtre quand il est frais a des reflets pastels. J'essaie de m'en convaincre. Je déteste penser que les adultes sont lâches ou menteurs. Ou pire, que ma mère ne m'a pas défendu. Pourquoi bécile ? C'est quoi bécile ? Cela veut dire imbécile. Pourquoi il a dit cela ? Je ne sais pas, moi. Pour plaisanter. Je sens 2 rigoles tièdes couler le long de mes joues. La coquille qui moule la jambe en ne laissant apparaître que les doigts de pied, m'enserre aussi les hanches pour favoriser le développement du cartilage du col du fémur. La station allongée est obligatoire pendant au moins 2 ans. Ce plâtre a un avantage, toujours le même. On va s'occuper de moi, on s'attendrit, on me plaint. Pour moi, pour mon bien, fini l'école maternelle que j'aurais fréquentée moins d'1 an. Rapidement, mon plâtre n'est plus un obstacle pour ramper dans la maison, bientôt il ne me gêne pas pour grimper aux meubles. Je traîne cette coquille en avançant sur le genou libre, je suis de traviole, comme le Bernard l'ermite qui se loge dans n'importe quelle coquille vide, s'en arrange et file avec cet abri plus gros que lui. La rue du château à la Garenne-Colombe se termine. Ma maladie pousse maman à se rapprocher de ses parents. Il faut dire que maintenant je ne quitte plus mon chariot roulant. Le plus vexant c'est de croiser des gosses qui disent « T'as vu la grande, elle est encore en landau ». Nous emménageons dans une petite rue calme du 16e arrondissement à Paris, aux 2 rues de Civry. Je partage une chambre avec ma sœur Véronique, le salon est tout petit, un piano quart de queue dévore l'espace. Il y a la copie d'un portrait de Franz Liszt par Ingres. Il me paraît triste et efféminé. Le canapé à 2 places en velours rayé vert et un peu de mobilier copie directoire achève de garnir le séjour. Au-dessus du buffet, une grande glace rectangulaire est placée trop haut pour que les enfants s'y contentent. Il y a aussi une grande tapisserie moderne qui représente un jardinier en train d'équeuter de grandes fleurs. Une représentation anguleuse fleurant typiquement les années 60.
Ces traits géométriques donnent au jardinier des airs de clown triste après démaquillage. À part cela, l'appartement est clair et gai, il y a un balcon qui donne sur le boulevard Exelmans. De notre 9e étage, il paraît vertigineusement profond. Mais j'ai à peine le temps de m'acclimater à cet appartement que l'on m'installe à Goupillières, dans la maison de campagne où mes grands-parents s'occuperont de moi, en renfort de maman qui travaille désormais toute la semaine chez Kodak comme dactylo. Goupillières était à l'origine une fermette des Yvelines. Quand mes grands-parents ont acheté cette maison, il y avait encore du foin dans l'étable. Le charme de la maison est qu'elle fait face à une autre, plus petite et plus récente, en meulière, par laquelle on accède via un escalier extérieur haut et étroit, taillé dans des pierres inégales et toute tapissée de plaques de lichen. La rampe disparaît sous un feuillage grimpant que l'on taille à grands coups de sécateur, si foisonnant qu'il gêne parfois le passage. C'est la maison de maman avec ses filles. Quant à la maison principale, ma grand-mère en fera une demeure coquette et aménage pour elle et mon grand-père une superbe chambre avec vue qui plonge jusqu'au village voisin de Maule par-delà les blés et le colza. À force de chiner, mes grands-parents meublent la maison dans un goût rustique et réussissent à créer un ravissant décor. Il y a du gravier entre les deux maisons et plus loin, de belles pelouses plantées d'arbres fruitiers, cerises de Montmorency, bigarreaux, pommiers et poiriers. Mais aucun champ où se promener en liberté, mais aucune forêt où imaginer des mystères. Un joli rectangle de terrain bien dessiné sur un cadastre mais pas une vraie campagne de taillis, de sentes, de fossés ou de baies défendues, de ronces, d'ornières boueuses. Une propriété coquette, cela oui. À l'époque où Denise, une dame du village, soigne la maison, il y a des framboises, des fraises, des groseilles à maquereaux, des pommes, des roses. Denise a le don de faire des bouquets. Entre ses mains frustes et néanmoins artistes, les roses trouvent une place voluptueuse dans le moindre carafon, voire dans un joli verre et fleurissent ainsi aux quatre coins de la maison. Le crépi extérieur est recouvert de vignes et de glycines. Un vieux puits est accolé à l'ancienne maison au-dessus duquel une marmite de fonte est remplie de géraniums. Un poirier court le long du mur. Mais le génie des lieux, c'est ce grand saule pleureur qui étire ses racines sous la maison quitte à en tordre les murs et à menacer à moyen terme la charpente. Des tyrans viendront à la rescousse des murs. J'ai l'impression que l'arbre salue comme un prince de conte de fées dans une révérence qui fait plonger toute sa chevelure blonde vers l'avant. Ses feuilles sont de courts serpentins qui deviennent jaune clair en automne. Sa présence protectrice rappelle l'eau d'une nappe phréatique sous la maison qui est aussi la cause du salpêtre endémique et d'une tenace odeur de moisi dans les pièces du rez-de-jardin. À cause de ces nuisances, l'arbre sera rasé bien court par le second époux de maman. Ainsi mon beau prince devient une souche avant que l'on essaie d'extraire ses racines qui continuent à chercher l'eau au fond de la terre, en titillant les murs. C'est mieux ainsi mon prince, que pouvais-tu faire d'une paire de pieds sans corps ? Et les tentacules souterrains, pour nourrir qui ? Et à quoi bon survivre à mon grand-père dont tu étais l'abri, le joli palanquin ? Mon grand-père installe en effet sa chaise longue en toile rouge sous le saule. Elle comporte un drôle de rabat par soleil avec une frange. Que vient faire là cette frange blanche ? Plusieurs fois, j'ai vu Papy heureux, allongé sur ce meuble assez sophistiqué qui rivalisait peut-être avec un meuble de salon. Il fait beau, mon grand-père est au milieu des siens, serein, presque enchanté. Sur les graviers, il a posé son cendrier et son café. Lui qui est né et habite à Paris ne se faisait pas une idée plus douce de la campagne heureuse que lorsqu'il achète cette maison, nommée le Vieux Logis. On me pose avec mon plâtre dans l'herbe sur un matelas en sky d'un côté, en éponge de l'autre. Ce matelas existe toujours, il se plie en accordéon, il sert pour les pique-niques, il est increvable. Mon grand-père a eu la délicatesse de choisir une place qui surplombe un peu le reste du jardin. Je peux donc observer les allées et venues, d'une maison à l'autre par exemple. L'installation est douillette entre ma poupée et une grande boîte à musique figurant un chalet suisse dénommé le Douni. C'est la réplique exacte d'un chalet où mon oncle Jean-Laurent, le frère de maman, passe des vacances. De multiples coloriages et animaux miniatures devraient avoir raison de mon incorrigible agitation. Car je suis une enfant remuante, turbulente, insupportable, comme dit maman. Ou encore infernale. Cela fait partie de moi, comme d'être blonde aux yeux bleus. Quand je soulève le toit du Douni, la musique commence. Cette luxueuse boîte à musique m'occupe bien 3 minutes. Clac, on ferme. On rouvre à un angle tout petit où la musique commence, s'arrête.
obtenir une note, égrener la suivante, la troisième, etc. Accélérer, ralentir le débit. Y ranger des petites choses, comme les fossiles qu'on trouve dans les graviers d'ici, des mini-crustacés qui révèlent que le bassin parisien fut bel et bien dans l'eau. Avec mon saule pleureur, c'est le deuxième indice. Que faire encore? Au ras de la pelouse, j'observe une population de bestioles et aussi l'homme qui tourne autour de ma mère, Pierre Barrier. Ce premier prétendant post-divorce et polytechnicien comme mon père est plutôt souriant. Un polytechnicien est quelqu'un qui a fait de hautes études qui lui ont valu de porter une vareuse à boutons dorés et un bicorne. Et même une épée. Autant dire que l'on n'est pas loin de la chevalerie. La question de savoir pourquoi chevalerie rime avec mathématiques est bien prématurée, mais elle rôde déjà dans ma tête comme une incongruité. Pierre Barrier se met en frais avec les petites de Francine, maman. Parfois même il s'allonge dans l'herbe pour blaguer avec moi. En règle générale, j'ai toujours été fière des amoureux de ma mère, tant je trouvais normal qu'on vénère une pareille beauté. Et puis je pensais à eux comme à des princes charmants et à des pères potentiels puisque depuis la séparation, le mien a disparu. Ce type joufflu, trop de joues pour un prince peut-être, est assez sympathique quand il sourit, ses yeux se plissent en deux fentes bleues. Il fume. Et pour allumer sa cigarette en plein air, il plaque un livre de poche contre sa joue dans un geste suprêmement viril pour protéger la flamme du vent. En plus, la couverture est souvent illustrée par un revolver ou par le dos de femme dénudée caractéristique du roman d'espionnage, cela sent l'objet défendu. Pierre Barrier porte des chemises immaculées et des pantalons en flanelle. Il aime sans doute maman. Assez pour venir me voir plus tard dans mon exil, à l'hôpital de Berck-sur-Mer. Quelques mois plus tard, il demandera ma mère en mariage, mais attention, à condition que ses parents élèvent ses filles. Les grands-parents paraissaient si bien disposés, si en forme, si attentionnés, si vaillants. Quant à maman, elle a tout d'une jeune fille à marier. Dotée d'une mère dynamique et qui prend toute l'intendance en main, ma mère n'est-elle pas notre sœur aînée? Une jeune femme que l'on peut emmener sur son destrier blanc? Et sans un coup d'œil derrière soi. Une jeune fille avec laquelle commencer une vie de couple avec maison et nouveau, enfant. Qu'a pensé maman en affrontant ce dilemme que Corneille n'avait pas prévu, l'amant ou les filles? Il fallait choisir. S'est-elle dit que la déveine lui collait à la peau? Que sa chance viendrait plus tard, qu'il est difficile de se marier avec deux jeunes enfants, qu'un enfant malade est un poids de plus? Que le temps serait plus long qu'elle ne l'aurait pensé au départ quand son père la voyait, remariée dans l'année, après son départ de Truelle, en banlieue d'Angoulême. A-t-elle cru qu'elle était punie? Qu'elle était maudite? Il existe une version différente de cette rupture? Les parents de Pierre Barrier étaient consternés de voir leur fils s'intéresser à une divorcée. Ils ont tout fait pour le dissuader. Seraient-ce eux qui ont tout fait foirer? Ma mère n'allait pas s'en remettre de sitôt. Je préfère penser bien sûr qu'elle nous a choisis. Et qu'elle n'a pas regretté son choix. Oui, je préfère penser cela. Elle s'est cabrée devant la demande cruelle de son amant. Je suis sûre que sa tristesse vient du renoncement à un homme tout sourire qui veut la couper de sa chair, et qu'elle attend désormais un homme meilleur. Véronique, ma sœur aînée, est là aussi à Goupillières, un angelot potelé nimbé de boucles brunes. Elle est douce, elle est un peu en retrait, discrète comme un écureuil. On lui a expliqué que je ne devais pas bouger. J'arrive à l'entraîner quand même à force de supplications. Elle n'aime pas les jeux turbulents. En règle générale, elle n'aime pas les jeux, et peut-être que je lui fais peur. Je la recherche constamment, elle me subit. Je la harcèle, elle cède. Plus tard, elle aimera le sport, l'entraînement, les études, les buts difficiles et les routes solitaires pour les atteindre. Quant aux jeux de rôle, d'aventure, les jeux d'enfants, elle ne les goûte pas vraiment. À moins que la fragilité et l'agitation de sa partenaire ne l'en aient dissuadée. Mon handicap et ma hardiesse m'ont transformé en petit phénomène, voire en petit monstre. Je terrifie, j'attendris. Et quand on demande où est passée la petite, ce que fait la petite, si on a vu la petite, ce n'est jamais d'elle qu'il s'agit. Car bientôt je rampe partout avec mon plâtre, je cavale même. Un jour, hissé sur une commode, je tombe de la hauteur du meuble, le plâtre se casse et c'est le drame. Ma mère me l'affirme tragique, tu as cassé ton plâtre. Je trouve ce mot très exagéré, si je considère que le carcan est seulement ramolli à un endroit.
On voit la chaussette sous les écailles, et j'apprends que c'est mauvais signe. J'essaie de masquer autant que possible le coin endommagé, afin que chacun retrouve sa tranquillité, en vain. Casser mon plâtre est à cette date la chose la plus grave qui me soit arrivée et dont je sois responsable. Cela me dépasse. Ce n'est pas une porcelaine tout de même ? Et moi, je suis indemne dans tout cela, regardez, je vais bien. Ma grand-mère est décomposée elle aussi, les mots lui manquent, elle hoche la tête, mord sa lèvre. Mon grand-père s'inquiète en silence. Si ma hanche se nécrose, ses cheveux à lui blanchissent durant ces années-là, ils passent ainsi du poivre et sel au gris mat. Il est de plus en plus beau. Il vieillit comme un acteur de Hollywood qui gagne en classe et en virilité. Sa longue silhouette séduisante le place dans la catégorie des James Stewart ou des Gary Cooper, ces justiciers qui font passer le bon droit grâce à leur charisme et leur probité naturelle, et répugnent à la violence. En ce moment à Goupillières, il couve sa fille solitaire, ma mère, son fils touché par un retard psychomoteur, mon oncle, et ses deux petites filles qui lui donnent le sourire et la joie, malgré tous les soucis. Ces deux petites filles qui incarnent une nouvelle vague, un renouveau, un bonheur possible. Le caractère de mon grand-père, jeune on l'appelait le ténébreux, avait besoin d'une flamme, d'un moteur. C'est Daisy qui lui insuffle son énergie, la compagne d'infortune et de fortune, l'incomparable. Mon grand-père aimait la blague en bon titi parisien. Il aimait mettre mamie en boîte et une extraordinaire complicité nous rapprochait lui et moi. Il me disait que je lui rappelais Estelle, sa sœur fauchée à 18 ans par la tuberculose et aussi mamie quand elle était toute jeune et qu'elle levait le poing dans la rue. Dans les rangs de Léon Blum, mamie la révoltée, mamie contre toutes les injustices sociales et humaines. Ma grand-mère a toujours eu l'intelligence de ne pas s'interposer entre mon soleil et moi. Tant pis, disait-elle d'une voix vibrante, si tu préfères ton grand-père, je vous aime tellement que je suis gagnante. À cette époque, son air méditerranéen, ses origines grecques et des points communs physiques avec la calasse, me faisaient un peu peur. Je craignais ses ongles carmins, parfaitement manucurés, qui une ou deux fois avaient griffé ma peau bien malgré elle. Elle était le feu et mon grand-père une sorte de lac paisible. Des rides horizontales ont plissé le front de mon grand-père, ces rides qui sont celles du sage, de celui qui écoute, des rides d'attention aux autres. Il me parle bien sérieusement. Il faut te replâtrer, tu dois rester allongé, toujours, et même ne plus te retourner sur le ventre, tu seras couché sur le dos pendant un certain temps. Relever la tête ? Un peu, mais un peu seulement. Pipi ? Avec un bassin. Le plâtre sera remplacé puis recassé moins de 2 semaines plus tard, au cours de quelque acrobatie. Et c'est l'hospitalisation. Cette hospitalisation a probablement été évoquée dès le début de la maladie. D'où les rides sur le front de mon grand-père, et cette épreuve latente qui crispait le visage de ma grand-mère et assombrissait celui de maman. Isabelle doit partir à Berck-sur-Mer, rejoindre les enfants allongés. Pourquoi Berck ? Parce que Berck est la plage la plus iodée du Nord-Pas-de-Calais, et parce que l'iode répare les eaux. Qu'est-ce que Berck ? Le mot vient du flamand berg, montagne, qui désignait la dune qui trônait au milieu du village, aujourd'hui disparu. Situé au sud de Boulogne-sur-Mer et du Touquet, Berck-sur-Mer est une plage interminable, 12 km de long, où l'on testa les premiers planeurs et qui fut un terrain d'atterrissage rêvé pour les premières liaisons d'avions outre-Manche. Ce qui a suffi à en faire une ville huppée pendant les années folles. Une liesse qui dura peu car des hôpitaux austères se sont construits en front de mer, qui ont fondé la réputation de cette ville hospitalière et de ses cures héliomarines. Alors que le Charleston est parti endiabler le Touquet, un peu plus loin, les malades des eaux envahissaient Berck-sur-Mer, jusqu'à 10 000 handicapés pour une ville qui compte 15 000 habitants. La jambe d'Isabelle doit être placée en extension ici à Berck. L'extension désigne en fait la traction adhésive collée sur la jambe entière, comprenant cuisses et hanches et terminée par un poids qui assure un étirement continu. Plus de plâtre, mais un système de traction dit « orthèse de Chicago », accroché sous le pied gauche et pesant environ 2 kg. Grâce à quoi la jambe sous-développée pourra s'étirer et la tête du fémur ne sera plus comprimée dans sa cavité. Bref, la balle de ping-pong doit se regonfler avec le temps, avec ce repos complet de la hanche, du squelette, du corps. On compte sur la croissance, bien sûr, qui aura pour effet de faire repousser les cartilages. Je dois grandir ici, par le double effet de la nature et de l'étirement mécanique. Je dois grandir immobile, je dois grandir couché.
Me voici au pays des grands malades, des chariots et des fauteuils roulants, des rachitiques et des accidentés, des difformes, certains ont la tête qui brinque-balle de chaque côté d'un cou sans muscles, d'autres ont la tête chevillée au corps grâce à un col en plâtre qui moule même le menton, des béquillés en tout genre. Et toutes ces voitures, les regards vides de ceux qui n'ont pas à se diriger eux-mêmes et tous les visages tristes et dévoués de ceux qui les accompagnent. Leurs regards souvent absents aussi, faute de face-à-face, résignés, éteints. La légende de Berck a son héroïne, une sainte femme au destin fracassé. À l'âge de 30 ans, Marianne Bouville, épouse Briard, perd son mari et ses 4 enfants dans l'épidémie de choléra qui ravage la France de 1852. Elle a bâti une bicoque sur les dunes de Berck sur le site dit de l'Entonnoir, là où la rivière de l'Arche coulait jadis, rivière qui a mystérieusement disparu laissant place à un courant de sable et d'air. À l'Entonnoir, Marianne Bouville prend soin des enfants de pêcheurs comme une sœur de pauvreté. Un jour, on confie à la charitable dame 8 enfants scrofuleux, ainsi désignait-on les malades atteints de tuberculose osseuse, originaires de Montreuil-sur-Mer, une ville située un peu au nord de Berck. Les gamins guérissent pour la plupart grâce au contact permanent avec l'air et au barbotage dans l'eau saline. Lorsque la marée est lointaine, la valeureuse Marianne transporte les handicapés dans sa brouette jusqu'à la mer dont elle a parfaitement compris les vertus curatives. Le bruit de son dévouement et des guérisons quasi miraculeuses se répand et atteint rapidement l'oreille de l'impératrice Eugénie de Montijo, dont le fils souffre d'une constitution fragile. Un premier hôpital en bois est bâti, puis un autre en briques, il porte le nom de la pionnière de charité Marianne Bouville. Eugénie baptise les lieux en 1869. Une cité hospitalière vient de naître qui connaîtra son apogée entre les 2 guerres mondiales. La maladie fait la fortune économique de cette station de la côte d'Opale, où la grève se mélange au ciel dans des harmonies de gris. Cette palette cendreuse à la fois morne et changeante avec des marées lointaines en fait un drôle de désert dont jamais, pendant mes 2 ans d'étirement, je n'effleurerai le sable. Un sable miraculeusement fin et vierge qu'ont foulé, un jour de 1944, les soldats canadiens débarquant pour délivrer la France. Ils y ont laissé leur peau. Mais ceci est une autre histoire. Marianne toute seule, la fondatrice de la plage de Berck, est en train de disparaître de tous les documents officiels de la ville et n'apparaît pas sur les sites de tourisme ou d'immobilier qui, sur Internet, sont dédiés à la localité. Son visage s'est effacé. On la représentait autrefois comme une femme très éprouvée aux cheveux grisâtres décoiffés par le vent de la mer. Mauvaise publicité pour la station d'aujourd'hui qui aimerait accueillir plus de touristes, et aussi dissocier la maladie d'une forme de charité tout à fait démodée. Quelques visiteurs curieux se demanderont peut-être pourquoi cette grande avenue berquoise est dédiée à Marianne toute seule. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.